Lecture audio du conte La clé du portail de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Chaque clé a son histoire, et il y a beaucoup de clés. La clé du chambellan, la clé de la montre, les clés de Saint-Pierre. Nous pouvons raconter l'histoire de toutes les clés. Mais à présent, nous ne racontons que celle de la clé du portail. Elle sortait de chez un serrurier, mais elle aurait pu croire que c'était de chez un forgeron, tellement l'homme l'avait rudoyée, martelée et limée. Elle était trop grande pour une poche de pantalon. Il fallait la mettre dans la poche du par-dessus. Elle y restait souvent dans l'obscurité, mais sa place habituelle était sur le mur, à côté du portrait du chambellan au temps de son enfance, où il avait l'air d'une boule avec un jabot. On dit que chacun, dans son caractère et sa façon d'agir, tient un peu du signe zodiacal sous lequel il est né, taureau, vierge, scorpion, comme l'almanach les appelle. La femme du chambellan disait que son mari était né sous le signe de la brouette. Il fallait toujours qu'on le poussât. Son père l'avait poussé dans un bureau, sa mère l'avait poussé au mariage, et sa femme l'avait poussé au poste de chambellan. Mais ceci, elle ne le disait pas. C'était une brave femme pleine de sens, qui se taisait quand il le fallait, parlait et poussait quand il le fallait. Il avait pris de l'âge, avait la taille bien prise, comme il le disait lui-même. Il avait de la lecture, de la bonhomie, et de plus, s'entendait aux clés, ce que nous allons comprendre. Toujours de bonne humeur, il aimait tout le monde et causait volontiers. Quand il allait par la ville, il avait peine à rentrer chez lui, si sa femme n'était pas là pour le pousser. Il lui fallait causer avec chaque connaissance qu'il rencontrait. Il avait beaucoup de connaissances, et cela retardait le dîner. De la fenêtre, sa femme le guettait. Le voilà, disait-elle à la bonne, mettez la marmite. Il s'arrête et parle à quelqu'un. Enlevez la marmite, autrement le plat sera trop cuit. Il vient enfin, remettez la marmite. Mais il n'arrivait pas davantage. Il pouvait être juste sous la fenêtre de la maison et faire un signe de tête en haut, mais si une connaissance passait, il ne pouvait s'empêcher de lui dire quelques mots. Si alors une autre connaissance arrivait pendant qu'il parlait à celle-là, en la tenant par sa boutonnière, il tendait la main à la seconde, tout en appelant une troisième qui passait par là. C'était un exercice de patience pour sa femme. Oh, le chambellan, s'écriait-elle, oui, cet homme est né sous le signe de la brouette. Il ne peut pas avancer si on ne le pousse. Il aimait beaucoup aller dans les librairies voir les livres et les journaux. Il donnait à son libraire une petite rémunération afin de pouvoir lire chez lui les livres nouveaux, c'est-à-dire avoir la permission de les couper sur le côté, mais non en haut, car alors on ne pouvait pas les vendre comme neufs. C'était un journal vivant, au courant des fiançailles, des mariages et des décès, des bavardages, des livres et de la ville, et il jetait en passant de mystérieuses indications montrant qu'il était au fait, alors que personne ne savait rien. Celle-ci lui venait de la clé du portail. Jeune marié, le chambellan et sa femme habitaient déjà leur propre maison, et avaient la même clé du portail, mais sans en connaître alors les propriétés singulières, qu'ils ne connurent que plus tard. C'était à l'époque du roi Frédéric VI. Copenhague n'avait pas alors de gaz. Elle avait des lampes à huile. Elle n'avait pas de Tivoli ni de casino, pas de tramway ni de chemin de fer. Les distractions étaient médiocres par comparaison avec ce qu'elles sont aujourd'hui. Le dimanche, on allait faire un tour hors de la ville, au cimetière de l'Assistance. On lisait les inscriptions sur les tombes. On s'asseyait sur l'herbe. On mangeait ce qu'on avait dans son panier à provisions. Et on buvait son petit verre. Ou bien on allait à Frederiksberg, où il y avait musique militaire devant le château, où beaucoup de monde venait voir la famille royale canoter dans les nombreux petits canaux étroits. Le vieux roi gouvernait la barque, lui et la reine saluaient tous les gens, sans distinction de rang. Des familles riches y venaient de la ville et buvaient leur thé du soir. Elles pouvaient avoir l'eau chaude dans une petite maison de paysans située dans le champ ou en dehors du jardin, mais il fallait apporter la théière. Le chambellan et sa femme s'y rendirent un dimanche après-midi ensoleillé. La bonne marchait devant avec la théière et un panier de vivres et de l'eau-de-vie de chez Stenstrup.
Prends la clé du portail, dit la femme du chambellan, pour que nous puissions rentrer chez nous au retour. Tu sais que l'on ferme ici au crépuscule, et le cordon de la sonnette a été cassé ce matin. Nous allons rentrer tard. Après avoir été à Fredericksberg, nous entrerons au théâtre de Cassorti, près du pont de l'Ouest, pour voir la pantomime Arlequin, président des batteurs en grange, qui descendent dans un nuage. Ça coûte 2 marks la place. Et ils allèrent à Fredericksberg, entendirent la musique, virent les barques royales où flottaient des drapeaux, virent le vieux roi et les cygnes blancs. Après avoir bu leur bon thé, ils se hâtèrent de partir, mais n'arrivèrent pas à temps au théâtre. La danse sur la corde était finie, la danse sur échasse était finie, et la pantomime était commencée. Comme toujours, ils étaient en retard, et c'était la faute du chambellan qui s'arrêtait en chemin, à tout instant, pour causer avec des connaissances. Au théâtre, il trouva aussi de bons amis, et après la représentation, lui et sa femme furent obligés d'accompagner une famille au pont pour boire un verre de punch. On ne devait y rester que 10 minutes, qui durèrent naturellement 1 heure entière. On bavarda et bavarda. Un baron suédois ou peut-être allemand, le chambellan ne se rappelait pas au juste, fut surtout intéressant. Mais par contre, le chambellan se rappela toute sa vie l'art de la clé, que le baron lui apprit. C'était extraordinaire. Il savait faire répondre la clé à toutes les questions, même les plus secrètes. La clé du portail du chambellan convenait particulièrement à cela. Elle avait les dents lourdes et les dents doivent pendre. Le baron accrochait l'anneau de la clé à l'index de sa main droite. La clé tombait librement. Chaque pulsation du bout du doigt pouvait la mettre en mouvement. Elle tournait, et si elle ne tournait pas, le baron s'entendait, sans qu'il y parût, à la faire tourner comme il voulait. Chaque mouvement était une lettre à partir de A, et l'on parcourait l'alphabet aussi loin qu'on pouvait. Quand la première lettre était trouvée, la clé tournait en sens contraire, puis on cherchait la lettre suivante, et l'on avait ainsi des mots entiers, des phrases entières, la réponse à la question posée. Tout cela était mensonge, mais c'était surtout un amusement. Ce fut aussi à peu près la première pensée du chambellan. Mais il n'en resta pas là. Lui et sa pensée furent complètement absorbés par la clé. Dis donc, cria sa femme. La porte de l'Ouest ferme à minuit. Nous n'arriverons pas. Nous n'avons qu'un quart d'heure pour nous dépêcher. Ils durent se hâter. Plusieurs personnes qui voulaient rentrer en ville les eurent bientôt dépassés. Enfin, ils approchèrent du dernier corps de garde. Alors minuit sonna. La porte fut fermée à grand bruit. Bon nombre de gens se trouvaient dehors, et parmi eux le chambellan et sa femme, avec la bonne, la théière et le panier à provisions vide. Quelques-uns étaient là tout effarés, d'autres dépités. Chacun prenait la chose à sa façon. Qu'y avait-il à faire? Heureusement, on avait décidé depuis peu que l'une des portes de la ville, la porte du Nord, ne serait pas fermée. Les piétons pourraient entrer en ville en passant par le corps de garde. Le chemin était assez long, mais le temps était beau, le ciel clair, avec des étoiles et des étoiles filantes. Les grenouilles coassaient dans les mares. On se mit à chanter, une chanson après l'autre, mais le chambellan ne chantait pas. Il ne regardait pas non plus les étoiles, ni même ses propres jambes. Il s'étala tout de son long au bord du fossé. On aurait cru qu'il avait trop bu, mais ce n'était pas le punch, c'était la clé qui lui tournait dans la tête. Enfin, on atteignit le corps de garde du pont du Nord. On passa le pont et on fut dans la ville. Oh, je suis bien contente, dit la femme du chambellan. Voilà notre portail. Mais où est la clé? Dit le chambellan. Elle n'était ni dans sa poche de derrière, ni dans sa poche de côté. Miséricorde, cria sa femme. Tu n'as pas la clé? Tu l'as perdue pendant tes tours de clé avec le baron. Comment allons-nous entrer? Tu sais que le cordon de sonnette est cassé depuis ce matin. Le gardien n'a pas la clé de la maison. C'est désespérant. La bonne se mit à geindre. Le chambellan était seul à montrer du sang-froid. Nous allons briser un carreau chez le charcutier, dit-il. Il se lèvera et nous entrerons. Il brisa un carreau, il en brisa 2. Peterson, cria-t-il, en donnant les coups dans les vitres avec le manche de son parapluie.
Alors la fille du charcutier poussa les hauts cris. Le père ouvrit la porte de sa boutique en appelant Veilleur! Et avant que le marchand eût vu, reconnu et introduit la famille du chambellan, le veilleur siffla. Et dans une autre rue, un veilleur répondit en sifflant. Les gens parurent aux fenêtres. Où le feu a-t-il pris? Quel est ce vacarme? Demandait-il. Et il le demandait encore lorsque le chambellan était déjà dans son salon, ôtait son pardessus et la clé du portail y était, non dans la poche, mais dans la doublure. Elle s'y était glissée par un trou que la poche n'aurait pas dû avoir. Depuis cette soirée, la clé du portail eut une grande importance, non seulement quand on sortait le soir, mais aussi quand on restait à la maison, et que le chambellan montrait son habileté à la faire répondre aux questions. Il imaginait la réponse la plus sensée et la faisait donner par la clé, et finalement il y croyait lui-même. Mais ce n'était pas le cas du pharmacien, jeune homme qui était proche parent de sa femme. Le pharmacien avait la tête solide, une tête critique. Écolier, il avait déjà fourni des critiques sur des livres et des pièces, mais anonymes. Il était ce qu'on appelle bel esprit, mais ne croyait pas du tout aux esprits, surtout pas aux esprits des clés. Oui, je crois, disait-il. Cher monsieur le chambellan, je crois à la clé du portail et à tous les esprits de clé aussi fermement que je crois à la nouvelle science que l'on commence à répandre. La danse des tables et les esprits des meubles neufs et anciens. En avez-vous entendu parler? J'ai entendu. J'ai douté. Vous savez que je suis un sceptique. Mais j'ai été converti quand j'ai lu dans un journal étranger, très digne de foi, une terrible histoire. Imaginez, chambellan, je donne l'histoire telle que je l'ai lue. Deux enfants intelligents avaient vu leurs parents évoquer l'esprit d'une grande table. Les petits étaient seuls et voulurent essayer d'animer une vieille commode. La vie vint, l'esprit s'éveilla, mais il ne toléra pas les commandements des enfants. Il se leva, la commode craqua, il tira les tiroirs et, avec ses pieds de commode, coucha les enfants chacun dans un tiroir, après quoi la commode sortit avec eux par la porte ouverte, descendit l'escalier, s'en alla dans la rue jusqu'au canal, où elle se précipita et noya les deux enfants. Les petits cadavres furent déposés en terre chrétienne, mais la commode fut ramenée devant le conseil, condamnée pour infanticide et brûlée vive sur la grande place. J'ai lu ça, dit le pharmacien. Je l'ai lu dans un journal étranger. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. La clé m'emporte si ce n'est pas vrai. Voilà un bien gros juron. Le chambellan trouva qu'un pareil discours était une grossière plaisanterie. Jamais ils ne pouvaient parler de la clé tous les deux. Le pharmacien était bête comme une clé. Le chambellan progressa dans la connaissance de la clé. Elle était son amusement et son jugement. Un soir, le chambellan allait se mettre au lit, et il était à demi déshabillé quand il entendit frapper à la porte du corridor. C'était le charcutier qui venait si tard, lui aussi à demi déshabillé, mais il avait eu soudain, dit-il, une idée qu'il craignait fort de ne pouvoir garder pour lui toute la nuit. C'est de ma fille, Lotte Laine, qu'il s'agit. C'est une belle fille. Elle est confirmée. Je voudrais la voir bien casée. Je ne suis pas encore veuf, dit le chambellan avec un sourire, et je n'ai pas de fils à lui offrir. Vous me comprenez bien, chambellan, dit le charcutier. Elle sait jouer du piano, elle sait chanter. On doit pouvoir l'entendre dans les étages de la maison. Vous ne savez pas tout ce que cette enfant peut inventer. Elle sait parler et imiter les gens. Elle est faite pour la comédie, et c'est une bonne voix pour les jolies filles de bonne famille. Elles peuvent épouser un comte, mais ce n'est pas à quoi nous pensons, moi, ni Lotte Laine. Elle sait chanter, elle joue du piano. Je suis allée l'autre jour à l'école de chant avec elle. Elle a chanté. Mais elle n'a pas ce que j'appelle la voix de rogome des femmes, ni le cri du canari dans les plus hautes notes, que l'on exige maintenant des chanteuses. Et alors, je l'ai tout à fait détournée de cette voix-là. Eh bien, je me suis dit, si elle ne peut pas être chanteuse, elle peut toujours devenir actrice. La parole suffit. J'en ai parlé aujourd'hui au metteur en scène, comme on l'appelle. A-t-elle de la lecture? Il a demandé.
Non, pas du tout, je lui ai dit. La lecture est nécessaire pour une actrice, m'a-t-il dit. J'ai pensé que la lecture, elle peut encore l'acquérir, et je suis rentrée. Elle peut aller dans une bibliothèque de près et y lire ce qu'il y a, je pensais. Mais voilà qu'en me déshabillant, ce soir, l'idée me vient, pourquoi louer des livres quand on peut les emprunter? Vous avez quantité de livres, monsieur le chambellan. Laissez-la les lire. Il y a là suffisamment de lectures qu'elle peut avoir gratuitement. Lotte-Laine est une charmante fille, dit le chambellan. Une belle fille. Elle aura des livres à lire. Mais a-t-elle ce qu'on appelle le don, l'esprit génial, le talent? Et a-t-elle, ce qui importe ici tout autant, a-t-elle la chance pour elle? Elle a gagné 2 fois à la loterie des bons de marchandises, dit le charcutier. Une fois une armoire, et une autre fois 6 paires de draps. J'appelle ça de la chance. Je vais interroger la clé, dit le chambellan. Il plaça la clé sur son index droit et sur l'index droit du charcutier, et fit tourner la clé qui donna lettre après lettre. La clé dit victoire et chance, et l'avenir de Lotte-Laine fut ainsi décidé. Le chambellan lui donna tout de suite 2 livres à lire, d'Ivec et Relations avec des gens, de Knig. À partir de ce soir-là commença une sorte d'intimité entre Lotte-Laine et le ménage du chambellan. Elle montait chez eux, et le chambellan trouvait qu'elle avait un bon jugement. Elle croyait en lui et en la clé. La femme du chambellan voyait dans l'ingénuité avec laquelle, à tout instant, la jeune fille montrait sa grande ignorance, une innocence enfantine. Les 2 époux, chacun à sa façon, l'aimaient bien, et elle les aimait bien. Ça sent si bon là-haut, disait Lotte-Laine. Il y avait une odeur, un vrai parfum de pommes dans le corridor, où la femme du chambellan avait rangé tout un tonneau de pommes de Grasten. Des roses et de la lavande répandaient aussi une odeur d'encens dans toutes les pièces. C'est délicieux, disait Lotte-Laine. Et ses yeux se délectaient de toutes les belles fleurs qu'avait toujours la femme du chambellan. Même en hiver fleurissaient du lilas et des branches de cerisier. Les branches, coupées sans feuilles, étaient mises dans l'eau et ne tardaient pas, dans le salon chaud, à porter fleurs et feuilles. On aurait cru toute vie éteinte en ces branches nues, mais voyez cette résurrection. Je n'en aurais jamais eu l'idée, disait Lotte-Laine. La nature est vraiment ravissante. Et le chambellan lui montra son livre de la clé, où étaient notées les réponses curieuses données par la clé, même au sujet d'une moitié de tourte aux pommes qui avait disparu de l'armoire, juste le soir où la bonne avait reçu la visite de son fiancé. Et le chambellan avait demandé à la clé: qui a mangé la tourte aux pommes, le chat ou le fiancé? Et la clé avait répondu: le fiancé. Le chambellan le croyait dès avant de le demander, et la bonne avoua: la maudite clé savait tout. Oui, n'est-ce pas curieux? Dit le chambellan. Oh, cette clé, cette clé! Et sur Lotte-Laine, elle a dit victoire et chance. Nous verrons bien. J'en réponds. C'est gentil, dit Lotte-Laine. La femme du chambellan n'avait pas tellement confiance, mais n'exprimait pas ses doutes quand son mari était là. Elle confiait ensuite à Lotte-Laine que le chambellan, lorsqu'il était jeune homme, était passionné de théâtre. Pour peu qu'on l'y eût alors poussé, il serait sûrement devenu acteur, mais la famille l'en avait détourné. Il voulait parvenir à la scène et, dans ce but, il écrivit une comédie. C'est un grand secret que je vous confie là, petite Lotte-Laine. La comédie n'était pas mauvaise, elle fut reçue au Théâtre Royal et sifflée, si bien qu'on n'en a plus jamais entendu parler. Et j'en suis heureuse. Je suis sa femme et je le connais. Aujourd'hui, vous voulez suivre la même voie. Je vous souhaite tout le bien possible, mais je ne crois pas que ça réussisse. Je ne crois pas à la clé. Lotte-Laine y croyait, et, dans cette foi, s'accordait avec le chambellan. Leurs cœurs se comprenaient en tout bien tout honneur. La jeune fille avait d'ailleurs divers talents que la femme du chambellan appréciait fort. Lotte-Laine savait préparer de l'empois avec des pommes de terre, faire des gants de soie avec de vieux bas de soie, couvrir de soie ses souliers de bal,
bien qu'elle eût les moyens d'acheter neufs tous ses vêtements. Elle avait, comme le disait le charcutier, des skillings dans le tiroir de sa table et des obligations dans son coffre-fort. La femme du chambellan pensait que c'était vraiment un parti pour le pharmacien, mais elle ne le disait pas et ne le faisait pas dire non plus par la clé. Le pharmacien allait bientôt s'établir, avoir sa pharmacie à lui, et cela dans une des plus grandes villes de province. Lottelaine ne cessait de lire Divek et Relations avec des gens de Knig. Elle garda ces 2 livres pendant 2 ans. Aussi sut-elle par cœur l'un des deux, Divek. Elle savait tous les rôles, mais n'en voulait jouer qu'un, celui de Divek, et non dans la capitale, où il y avait tant de jalousie et où l'on ne voulait pas d'elle. Elle voulait commencer sa carrière d'artiste, comme disait le chambellan, dans une des grandes villes de province du pays. Or il se trouva, par un très singulier hasard, que ce fut justement à l'endroit où le pharmacien s'était établi comme le plus jeune, sinon le seul pharmacien. Le grand soir plein d'espérance arriva. Lottelaine allait jouer, gagner victoire et chance, comme la clé l'avait annoncé. Le chambellan n'y était pas, il était au lit, et sa femme le soignait. Il lui fallait des serviettes chaudes et de la camomille, des serviettes autour du corps et la camomille dedans. Le ménage n'assista pas à la représentation de Divek, mais le pharmacien y était, et il en rendit compte à sa cousine, la femme du chambellan, dans une lettre. La collerette de Divek était ce qu'il y avait de mieux. Si la clé du portail du chambellan avait été dans ma poche, je l'aurais sortie pour siffler dedans. Divek le méritait, et la clé le méritait, elle qui a menti si indignement en promettant victoire et chance. Le chambellan lut la lettre. Tout cela était méchanceté, dit-il, haine de la clé, qui retombait sur cette jeune fille innocente. Et, dès qu'il se leva du lit et fut rétabli, il adressa une courte missive ironique au pharmacien, qui répondit comme s'il n'avait rien vu d'autre dans toute l'épître que plaisanterie et bonne humeur. Il remerciait pour cette lettre, comme il aurait remercié pour toute contribution ultérieure à la manifestation des vertus et de l'importance incomparable de la clé. Puis il confiait au chambellan qu'en dehors de ses occupations comme pharmacien, il écrivait un grand roman à clés, où tous les personnages étaient des clés, uniquement des clés. La clé du portail était naturellement le personnage principal, et la clé du portail du chambellan en était le modèle, doué d'une vue prophétique et d'un don de divination. Toutes les autres clés devaient tourner autour de celle-là. La vieille clé de chambellan qui connaissait l'éclat et les fêtes de la cour, la clé de montre, petite, menue et distinguée, à 4 skillings chez le quincaillier, la clé de chaise d'église, qui s'estime au rang du clergé et qui, ayant une fois passé la nuit à l'église, dans le trou de la serrure, a vu des esprits, la clé du garde-manger, la clé du grenier à bois, la clé de la cave, toutes figurent. Elles font la révérence devant la clé du portail et tournent autour d'elle. Les rayons du soleil donnent à celle-ci un éclat argenté. Le vent, souffle du monde, la pénètre et la fait siffler. Elle est la clé par-dessus toutes les clés. Elle a été la clé du portail du chambellan. Elle est maintenant la clé qui ouvre le ciel. Elle est la clé du pape. Elle est infaillible. Méchanceté, dit le chambellan, méchanceté formidable. Lui et le pharmacien ne se revirent jamais. Si, à l'enterrement de la femme du chambellan. Elle mourut la première. La maison fut en deuil. Elle y manquait. Même les branches de cerisier coupées, qui avaient donné des pousses nouvelles et des fleurs, furent en deuil et se fanèrent. Elles étaient oubliées. On ne les soignait plus. Le chambellan et le pharmacien marchèrent côte à côte derrière le cercueil, en qualité de parents les plus proches. Ce n'était pas le moment de se quereller, et ils n'y étaient pas disposés. Lottelaine attacha un crêpe au chapeau du chambellan. Elle était dans la maison, revenue depuis longtemps, sans victoire ni chance après la carrière d'artiste. Mais cela devait venir. Lottelaine avait un avenir. La clé l'avait dit, et le chambellan l'avait dit. Elle montait chez lui. Il parlait de la défunte et pleurait.
L'hôtelaine était douce. Il parlait de l'art, et l'hôtelaine était ferme. La vie de théâtre est charmante, disait-elle. Mais il y a tant de ragots et de jalousies. Je suivrai plutôt ma propre vie. Moi-même d'abord, l'art ensuite. Knig avait dit vrai dans son chapitre sur les acteurs. Elle s'en rendait compte. La clé n'avait pas dit vrai, mais cela, elle n'en parlait pas au chambellan. Elle l'aimait bien. La clé du portail fut d'ailleurs, pendant toute l'année de deuil, la consolation et la distraction du chambellan. Il lui posait des questions et elle répondait. Et lorsque l'année fut passée, comme lui et l'hôtelaine s'interrogeaient un soir d'émotion, il interrogea la clé. Me marierai-je? Et avec qui? Il n'y avait personne pour le pousser. Il poussa la clé et elle dit l'hôtelaine. C'était dit, et l'hôtelaine devint la femme du chambellan. Victoire et chance! Ces mots avaient été dits, d'avance, par la clé du portail. Fin de la lecture du conte La clé du portail. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.